Imaginez, demain, je vous enferme dans une pièce blanche capitonnée, avec la lumière allumée 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. C'est gentil, mais non, merci. Oh non, attendez, si je vous laissais plutôt croupir dans le noir complet, sans aucune distraction, en vous laissant seul avec vous-même. Il n'y a aucun doute que votre mental et votre psychisme vont être poussés à leurs limites. Ouais, rapprochez-vous, mes demoiselles à trois bandes, il y aura peut-être des dégâts physiques en parallèle, et peut-être même des séquelles à tout jamais après l'expérience. Mais petit disclaimer, avant que la vidéo débute, vous remarquerez qu'il n'y a plus aucune voix avec Ariane, Edgar, Ulysse qui interviendra dans la vidéo, ces personnages-là. Et que ce soit dans cette vidéo ou même les suivantes, si vous voulez comprendre pourquoi, allez regarder ma grosse vidéo qui s'intitule « Pourquoi je m'appelle vraiment Poisson Fécond ». Et c'est une raison que j'ai gardée cachée pendant 12 ans, parce que ça fait 12 ans que je suis sur YouTube. Dans cette vidéo, je vous annonce aussi le plus grand projet en fait jamais fait pour moi en fait. C'est une saga qui va se baser sur les rêves, un peu à l'instar d'Harry Potter, mais version onirique, où on va suivre des étudiants, et ces étudiants, ce sera justement le petit trio qui a disparu et qui vont aller dans une université pour pouvoir apprendre à contrôler leurs rêves. Il y a une campagne de financement qui est lancée pour m'aider à créer ce projet, où vous pourrez avoir plein de contreparties aussi à votre tour, dont le bouquin. Ça commence même dès 1 € si vous voulez contribuer. Je vous mets toutes les infos en description. Là, on a déjà explosé l'objectif initial et ça continue à monter, à monter, à monter. Si vous êtes curieux, que du coup, vous voulez vraiment participer à un truc qui nous dépasse, n'hésitez pas à aller checker, je compte sur vous. Et sur ce, moi je vous dis très belle vidéo, en pleine lumière ou dans le noir, c'est quoi le pire donc? En tout cas, après notre sondage, la majorité d'entre vous pensent que c'est le fait d'être enfermé en pleine lumière qui serait le pire scénario. Eh bien, il est l'heure d'en avoir le cœur net et de chercher une réponse à cette question existentielle avec l'aide de nos cobayes. 30 jours en pleine lumière ou 30 jours dans le noir complet, c'est quoi le pire? L'enfermement là a commencé depuis plusieurs heures pour notre cobaye, Gustave, qui a hérité de la pièce illuminée. Bravo à lui. Bravo! Voilà, une pièce d'à peu près 10 mètres carrés, complètement blanche. Que ce soit le sol, les murs capitonnés, le lit ou même le lavabo et les chiottes. La seule fleur qu'on a pu lui faire, c'était de garder ses fringues habituelles. D'ailleurs, autre détail de taille, la lumière, bien qu'elle soit assez forte, elle n'est pas éblouissante, mais elle sera allumée en permanence, jour comme nuit. Et si vous étiez à sa place, la première impression, ce serait un mix de peur et d'appréhension, comme ce qu'a vécu Narges Mohammadi. J'ai pénétré dans le quartier de détention et je suis entré dans une toute petite cellule d'isolement. Une espèce de cube sans fenêtre ni issue vers l'extérieur. Une minuscule lucarne s'ouvrait vers le ciel, mais le plafond était si haut que la lumière n'y passait presque pas. Une petite ampoule de 100 watts nichée en hauteur dans le creux du mur ne s'éteignait jamais. Une vive source de lumière qui reste donc allumée nuit et jour, dans une cellule dont les dimensions correspondent à celles d'un être humain avec les bras déployés. Et la première chose majeure qui arrive, c'est la perte de la notion du temps. Et là, alors qu'un peu plus de 24 heures sont passées, notre cobaye pense être là depuis déjà 30 heures. Et cette exposition permanente à la lumière a un impact énorme sur son rythme circadien, qui fait office d'horloge interne, le sentiment que le temps s'écoule. Pour vous la faire simple, voilà ce que ça donne en image. Et là, avec la perte de notion de temps, l'absence d'obscurité, votre horloge dans votre corps commence à déconner gentiment. Et tous les paramètres qui y sont liés. Je vous en reparlerai bien plus tard. Ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Et puis, notre cobaye commence aussi à avoir des comportements bizarres, même après une journée. Et ça, c'est dû, pour l'instant, qu'à son ennui. Vous voyez, il commence à tourner en rond dans sa cellule, à faire des petites foulées. Mais il se met aussi à faire des pompes. Faut bien passer le temps, quoi. Il s'amuse, façon de parler, à compter pour occuper son esprit. Alors ça peut être compter dans sa tête pour arriver jusqu'à un chiffre précis, mais aussi se mettre à compter le nombre de petits carrés qui composent le mur ou alors le plafond de sa cellule. Ça paraît vraiment inutile, mais en même temps, c'est pas le seul à le vivre. Et ça, on y reviendra plus tard. Du côté de notre autre cobaye, Balthazar, c'est une pièce qui fait à peu près une dizaine de mètres carrés qui l'attend, avec tout l'équipement qu'il faut, un lit, toilette, lavabo, dans l'obscurité complète. Là, il commence à prendre ses marques, voilà, il s'habitue un petit peu au volume, même s'il ne voit pas parce qu'il fait noir, et c'est l'occasion pour lui d'entamer une sorte de repos spirituel. 24 heures dans le noir, c'est par exemple ce qu'a tenté la youtubeuse Denizzy comme expérience. Il y a juste des bruits d'extérieur, mais genre, je sais pas quoi regarder et surtout où regarder, ça c'est assez bizarre. Alors de son côté, elle avait fait ça dans le noir dans un appartement entier qu'elle ne connaissait pas. Et le temps lui avait paru long. Mais elle avait été surprise de voir à quel point notre cerveau peut s'adapter à des nouvelles conditions assez folles. N'importe quelle situation, au chaud, au froid, à n'importe quelle condition mentale, enfermée, pas enfermée. Et c'est pour ça que, tu sais, des fois il y a des gens qui disent « Ah non mais moi je serais pas capable, mais en fait,
Ce que je me rends compte, c'est que si, on est capable de tout. Par contre, le retour à la réalité et à la lumière a été assez violent. Elle a eu alors des maux de tête, une perte totale de notion du temps, une énorme faim. En même temps, on l'a laissé se débrouiller pendant 24 heures sans lui apporter à bouffer. En ce qui concerne nos deux cobayes, eux, ils sont bien nourris. Il y a juste par contre un petit détail, on va pas leur donner de la nourriture à heure fixe, mais à des horaires aléatoires, histoire de vraiment les déboussoler et de leur faire perdre la notion du temps. C'est un peu sadique, mais c'est important, c'est pour le bien de la science. Non mais vous croyez que c'est nécessaire tout ça parce que franchement... C'est indispensable. Et on leur donne des repas un peu au pif, comme des burgers le matin ou des tartines de confiture en début de soirée. Heureusement, notre cobaye Balthazar peut manger à sa faim, alors qu'il est dans le noir. Et ça n'a pas été le cas pour un enfant qui a vécu un vrai cauchemar à Tuckerville, dans l'Utah, aux États-Unis. Parce qu'en effet, sa mère avait trouvé bon de l'affamer et de le séquestrer dans une salle de bain directement chez eux. Quasiment plongé dans le noir, les interrupteurs pour allumer et éteindre avaient été condamnés et les ampoules avaient été recouvertes pour ne pas diffuser de lumière. Mais finalement, le père du gamin a découvert qu'il y avait un truc louche, il ne le savait pas en fait, et il a appelé la police. À ce moment-là, le garçon ne pesait plus que 13 kilos et il parvenait à peine à tenir debout. Bon, en tout cas pour notre cobaye, le temps paraît également un peu long, mais il vient de faire une petite sieste, ou une bonne sieste en vrai, pour plusieurs raisons. Et ça paraît bête déjà, mais s'il a bien dormi, c'est déjà parce qu'il n'a pas été exposé à la lumière bleue, et quand vous n'avez pas de lumière bleue, vous dormez mieux. Comme il est dans le noir complet, c'est le contexte parfait pour qu'on puisse dormir de manière saine, quoi. Plus il y a du noir, plus la production de mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil, est présente. Bon, par contre, quand il dort pas, il s'emmerde quand même pas mal, un peu comme notre cobaye Gustave. Et lui aussi, le temps se dilate bizarrement, et il a l'impression d'être là depuis bien plus que 24 heures. Mais bon, pour l'instant, ça va encore, l'ennui et la perte de notion de temps restent assez soft. Mais bien entendu, ça va prendre des proportions plus graves et rapidement. Ça fait 3 jours depuis le début de notre expérience, et là, notre cobaye Gustave est de plus en plus perdu dans le temps. Indirectement, en fait, il subit ce qu'on appelle la torture blanche, qui est une technique qui ne laisse aucune trace physique et où les bourreaux attaquent directement notre psychisme pour nous torturer. Et souvent, ça se fait dans une pièce de ce type pour accentuer la détresse. Cette torture, c'est ce qu'a vécu Amir Abbas Fakrawar, un journaliste iranien qui a eu le bon goût de critiquer son pays. Et Amnesty International a pu nous raconter son histoire. Il a été emprisonné dans une cellule sans fenêtre de couleur blanche. En parallèle, ses vêtements étaient également blancs et pour ses repas, il avait droit à du riz blanc dans des assiettes en carton blanches aussi. Bref, un environnement très épuré, très épuré. Et dans ce cas-là, pour essayer de se rendre compte en fait du temps qui s'écoule, les cobayes dans ce genre de cas utilisent plusieurs techniques plus ou moins farfelues, comme par exemple compter le nombre de repas pris. Et dans le cas présent, pour notre cobaye, il n'est pas du tout au courant qu'on lui donne à bouffer de manière irrégulière. Après, il tente aussi des techniques un peu plus bizarres, par exemple toucher sa moustache et de voir de combien de millimètres elle a poussé. Et après, une autre technique, c'est de compter le nombre de verres ou de bouteilles d'eau qu'il s'est mis à boire. Sachant que si, en gros, vous buvez à peu près une bouteille comme ça par jour, 1,5 litre, si vous en avez bu 3, par exemple, ça fait 3 jours. Mais bon, là, vu que c'est des conditions un peu particulières, en vrai, ça va pas beaucoup le servir. Et en vrai, dans son cas, le plus dur, ça sera l'épuisement et la fatigue, ses pires ennemis, car il sera vraiment difficile de dormir. C'est quand même compréhensible, parce que notre cher cobaye Gustave est tout le temps baigné par la lumière. Là, il peut essayer de mettre sa tête sous l'oreiller ou même de dormir sous sa couette. Tout ça pour essayer de créer de l'ombre. Mais en vrai, ça marche pas des masses. Et le problème, c'est qu'on crève rapidement de chaud et qu'il n'y a pas assez de renouvellement d'air si on fait ça. Si vous êtes claustro, c'est pas évident non plus. Mais quand on est toujours exposé à de la lumière, on peut aussi commencer à développer de la paranoïa. Et avec l'impression d'être observé, qu'on s'immisce dans notre vie privée. J'avais des angoisses permanentes, l'impression d'être traquée. J'étais tombée dans une paranoïa aiguë. Je voyais le mal partout, j'étais convaincue qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose après moi, que j'allais bientôt mourir, qu'on me poursuivait. Tout le monde pouvait être suspect. Je me sentais en permanence oppressée, même ma famille n'était plus sûre. Bon, alors dans le cas de notre cobaye, en vrai, on l'observe un petit peu, on est quelques-uns à le mater, donc c'est légitime, quoi. Surtout qu'il y a des caméras, en vrai. Et dans ces conditions, tout doucement, on se met à être anxieux, à être stressé. Il y a des troubles psychologiques qui se manifestent à cause du manque de sommeil et de la lumière constante. Alors pour l'instant, c'est dans des petites proportions, mais vous verrez que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Si on retourne dans le noir complet, là, faisons le point avec notre autre cobaye Balthazar. Comme il est privé de la vue, c'est comme s'il était aveugle, il va faire de plus en plus appel à ses autres sens. Comme par exemple le goût lorsqu'il mange, mais également le toucher, que ce soit quand il va toucher son environnement ou se toucher lui-même. Par contre,
il va se mettre à ressentir des petites incertitudes au niveau de la vue. Dans le sens où, au bout d'un moment, il va se poser la question, est-ce que j'ai les yeux ouverts ou fermés? Notamment au bout de 3 jours, là, il sait plus quoi. Ouvert, fermé, c'est du pareil au même. Bon, heureusement pour lui, il n'a pas cette impression d'être observé sous tous les angles. En même temps, il voit pas les caméras, donc c'est vrai que ça aide. Pourtant, c'est bel et bien le cas. Juste en fait, de son côté, comme il est dans le noir, il a le sentiment d'être caché. Mais ça va pas durer si longtemps que ça. Mais on peut aussi notifier pour lui par contre l'apparition d'hallucinations sonores, que ce soit des voix, des simples sons ou même de la musique. Ça peut paraître fou, mais les sons qu'il va entendre, c'est des sortes d'acouphènes, des sortes de sifflements, des sortes de boups, des sons un peu du style celui-là ou celui-là. Carrément. Et le fait d'être isolé pour lui a beaucoup de conséquences. On va pouvoir aussi observer chez nos cobayes des mouvements répétitifs qui ne semblent pas avoir de but en soi. On appelle ça des stéréotypies. En cas de gros stress ou de traumatisme, on peut commencer à se balancer, comme pour se bercer. Ça libère des endorphines, ce qui rassure et apaise. Comme il manque de stimulation tactile, ils vont aussi se toucher beaucoup le corps. Ça a un effet rassurant. C'est comme les bébés qu'on berce pour les endormir et pour qui le contact est vital. Si on ne touche pas un bébé, il peut mourir. C'est très régressif. Et après, pour ce qui est de l'ennui, là, c'est encore la chose qui va encore le marquer le plus à ce moment-là. Clairement, c'est pas facile de s'occuper, quoi. Les heures sont très très longues. Et l'un des moyens de contrebalancer les effets négatifs, ça peut résider dans la méditation, pour diminuer son stress et son anxiété. Mais si pour l'instant ça fonctionne pour lui, on va voir plus tard que ses pensées vont changer du tout au tout. Mais la solitude pèse également beaucoup car là il a plus d'interaction avec d'autres personnes, que ce soit en vrai ou par téléphone ou message. Alors c'est une situation assez déshumanisante et le fait qu'on lui rapporte à bouffer comme à une bête en cage, ça aide pas. Bref, la détresse pour l'instant psychologique commence doucement à rentrer dans leur tête et les choses vont s'aggraver rapidement. Une semaine est passée et c'est de pire en pire. Pour tuer le temps, de nouvelles techniques continuent à être développées, en comptant par exemple le nombre de coquillettes qui se trouvent dans un plat. Une par une, bien sûr, en les séparant à chaque fois pour être sûr à 100% d'avoir bien compté le nombre. Si vous pensez que c'est un peu extravagant, sachez que c'est exactement ce qu'a fait James Stephen Donaldson quand il a été enfermé dans des conditions pareilles. Il porte un autre nom que vous connaissez un peu mieux, c'est MrBeast. Et il s'était fait un petit kiff en restant enfermé une semaine entière dans une pièce blanche. Et au bout d'un moment, comme il était à court d'idées pour s'occuper, il a commencé à leur raconter le nombre de grains de riz dans son plat, de façon très méthodieuse. Et il est arrivé au nombre de 447 grains de riz. Ça lui a permis, en tout cas pendant quelques instants, d'oublier l'enfer dans lequel il était. Mais les différents troubles cognitifs continuent de s'aggraver, surtout au niveau de la mémoire. Au bout d'un moment, on commence à oublier certains mots ou alors leur sens. Et côté concentration, c'est également assez alarmant. Et par exemple, pour lui, là, MrBeast a compté son nombre de coquillettes, ou de grains de riz plutôt. Il a dû s'y reprendre à plusieurs fois, parce que c'est dur, rester accroché sur une tâche comme ça, c'est dur. Et là, du côté de notre cobaye, côté anxiété, c'est de pire en pire. Alors c'est le fait déjà qu'il est emprisonné et le fait aussi d'être dans une pièce blanche, sans contact humain et avec cette foutue lumière tout le temps. À cause de ça, il a aussi une baisse de son système immunitaire. Là, vous dites, mais je vois pas le rapport. En fait, il se trouve que quand vous êtes stressé, ça fait que vous sécrétez plein de cortisol, donc l'hormone du stress, dans votre corps, qui circule alors dans votre sang. À cause de ça, votre système immunitaire baisse en efficacité. Et donc, vous pouvez choper des maladies, des rhumes, parfois même des cancers beaucoup plus facilement. Et là, Gustave, alors il est pas stressé au travail, mais il est stressé tout court, parce que du coup, il est toujours dans la lumière, et donc, il peut tomber malade plus facilement. Et à cause de ça, lui, ça fait qu'il va se mettre à avoir des maux de crâne ou alors des maux de ventre. Et là, psychologiquement, l'anxiété se développe de plus en plus. Et ça a un effet tout bête, c'est qu'il va commencer à avoir des sortes de tics ou de tocs, comme des balancements, trucs un peu comme ça. Là, il est de plus en plus agité, il est sujet alors à des crises d'angoisse, et à cause du cocktail isolement, sous-stimulation, lumière permanente, ça le défonce. Mais on verra bien plus tard que le stress sera loin d'être son seul problème. Bon, au bout d'une semaine dans le noir, notre autre cobaye Balthazar a son état émotionnel qui commence à s'aggraver. Et là, ça se répercute aussi avec un fort niveau d'anxiété, un début de dépression aussi. Dans le noir, on est sous-stimulé, on va avoir tendance à dormir plus que de raison. Si en vrai, physiquement, c'est plus simple que de dormir en pleine lumière, psychologiquement, c'est compliqué. À force de cogiter, de ne pas être occupé mentalement, on peut ressasser des souvenirs qui ne sont pas spécialement joyeux. J'étais reporter de guerre en Afrique pendant 6 ans, et ce qui m'a le plus bouleversé, c'est l'odeur du massacre. De chair pourrie, de poudre et de feu. Mais c'est en revenant en France, bien plus tard, que j'ai commencé à réaliser à quel point ça m'avait marqué. Au moment de passer devant des brûleries de café ou face à l'odeur de la viande grillée au barbecue, tout me revenait de manière incontrôlable. Beaucoup de flashbacks, de sensations fantômes qui revenaient, ou des manifestations physiques que des amis comparent à des attaques de panique, des envies de vomir et beaucoup d'angoisse nocturne.
Heureusement pour notre cobaye, il n'est pas nyctophobe. En fait, la nyctophobie, c'est en gros la peur du noir. Et les personnes qui en souffrent font des crises de panique assez fortes lorsqu'elles sont dans l'obscurité. Alors bien sûr, c'est un enfer pour les gens touchés, car elles ne peuvent pas dormir dans le noir, elles peuvent difficilement sortir la nuit, et pour la plupart, aller au cinéma, c'est pas simple du tout. C'est une pathologie dont souffre par exemple Manon, qui dit que lorsqu'elle se réveille en plein milieu de la nuit et qu'il fait noir, elle vit un très très mauvais moment. Là, elle se met à l'air en tachycardie, son cœur bat super vite, elle transpire, elle est terrorisée, elle se met à gueuler d'ailleurs. Allume, allume! En criant à son compagnon, bien sûr, pour qu'il allume la lumière. Il existe un traitement à ça, mais les causes de cette pathologie, parce que c'en est une, sont pas encore très bien comprises. Mais quand on est enfermé comme ça dans le noir, il y a aussi pas mal de chances de développer des PTSD, c'est-à-dire des troubles du stress post-traumatique, comme par exemple les soldats qui reviennent de la guerre. Et l'ennui, là, toujours vraiment très présent, doit être comblé par les moyens du bord, comme par exemple une feuille d'aluminium qui se met à mettre en boule pour la transformer en balle de jonglage. En même temps, bon, comme il voit rien, c'est pas simple. Malheureusement, il n'est pas encore au bout de ses surprises. Eh bien voilà, après 15 jours, les troubles cognitifs s'aggravent. Pour notre cobaye là dans la lumière. Il est compliqué de faire preuve de jugement, se concentrer est devenu hardcore, des pensées suicidaires peuvent faire leur apparition. Et malheureusement, ça se répercute entre autres par des envies d'automutilation. En fait, enfermé dans ces conditions, votre cerveau est tellement à bout qu'il se met alors à envisager, tout à fait sérieusement, de vous jeter complètement contre un mur. D'ailleurs, ça paraît bête, mais la nourriture a un peu un rôle très important dans le moment où on est enfermé, puisque c'est le moment où on pense à rien d'autre, où on savoure, on est concentré sur le fait de bouffer. Là, vous n'allez pas pouvoir vous mater de film en même temps, donc vous êtes à fond sur la bouffe. Par contre, à cause de ça, il est possible de subir ce qu'on appelle un billet de faim, en ayant tout le temps envie de bouffer. Et ça paraît bizarre, parce qu'on ne fait plus d'activité physique, du coup on n'a pas besoin de manger autant, mais pourtant, c'est une activité et donc notre cerveau se raccroche à tout ce qu'il peut, donc le fait de bouffer, ça devient intéressant. Et vous vous souvenez quand je vous avais parlé de l'horloge interne et le rythme circadien, bah maintenant c'est pire. En gros, petit à petit, il va y avoir un décalage entre les périodes normales d'éveil et de sommeil. Vous avez sans doute des plantes chez vous, et certaines vont fermer leurs feuilles durant une certaine période, comme la nuit, et les ouvrir le reste du temps, souvent le jour. Ce comportement est également observable en l'absence de lumière naturelle ou artificielle. Ça sous-entend que la plante a une horloge interne qui rythme ses cycles d'ouverture et de fermeture des feuilles. Les humains, c'est pareil. À certains intervalles, et même sans changement externe des conditions, le corps va sécréter des hormones, soit du cortisol pour le début des périodes d'éveil, soit de la mélatonine pour les périodes de sommeil. Normalement, un rythme circadien, c'est 24 heures plus ou moins 2 heures. Mais chez certaines personnes, il peut être plus décalé. Ça reste rare. Un homme plus jeune se décalera plus facilement sans repère extérieur qu'un homme plus vieux qui, lui, a plus intégré le rythme jour-nuit dans les conditions extérieures. C'est aussi ce qui va entrer en jeu dans le jet lag, par exemple. Et ce changement de rythme, c'est ce qu'ont vécu Damien Gemelgo et 14 autres volontaires, en allant dans une grotte en Ariège. Le but, c'était d'étudier la perte des repères temporels, mais également l'adaptation de l'humain à une situation complètement nouvelle et anormale. Et aussi la capacité d'un groupe à fonctionner ensemble dans des conditions un peu particulières, quoi. Et en vrai, le fait d'être enfermé, ça a un vrai impact là-dessus. Et donc Damien, il a passé beaucoup de temps dans une grotte, et lui, il s'est mis à compter de son côté pour essayer de voir le temps qui passait, mais il n'avait pas de montre, et il en a compté 31 cycles. Donc il pense, il y a 31 jours qu'il a passé dans la grotte, alors qu'une autre personne, qui a vécu exactement à côté de lui, elle en a compté 23. Mais la réalité, c'est que en vrai, les deux, ils ont passé 40 jours et 40 nuits dans cette grotte. Ils étaient plus ou moins loin du compte. Mais bon, preuve qu'en fait, sans repère, notre notion du temps a tendance à se barrer en couille. Bon, heureusement pour notre cobaye là, Gustave, il a déjà fait la moitié du chemin. Mais à ce stade, il n'a pas encore rencontré notre boss final. Alors plutôt, vous savez, je vous avais parlé des autres sens que notre vue, qui de base sont sous-exploités parce que la vue c'est quand même un sens pas mal. Et si au début ça avait l'air positif de pouvoir développer son goût, son ouïe, le toucher et tout, au bout de 2 semaines là, c'est pas pareil. Et en parallèle, sinon c'est pas drôle, il a des hallucinations auditives. Donc il se met à entendre des sons diffus, des bruits qu'on n'arrive pas exactement à identifier. Bref, il est pas tout seul. Autour de lui ou dans sa tête, il sait plus. Faut le dire, notre cerveau, il déteste le vide. Il n'est pas fait pour carburer sans rien. Et si ça arrive, il se met alors à halluciner, donc il crée ses propres délires, parce que le monde ne lui en fournit plus assez. Et si là, notre cher cobaye Balthazar n'a pas du tout choisi à être enfermé dans le noir, là, c'était le cas pour un certain Richard Alati. Alors lui, de base, c'est un joueur de poker qui a gagné alors des centaines de milliers d'euros et qui s'est vu proposer un pari assez spécial par un de ses potes, lui aussi joueur de poker. Celui de rester enfermé dans le noir pendant 1 mois, avec à la clé, s'il le supporte, 100 000
$. Et pour corser le tout, son ami a instauré quelques règles supplémentaires. L'interdiction de consommer tout somnifère, alcool ou drogue, pour l'aider à passer le temps. Et on lui a aussi livré de la nourriture à des intervalles irréguliers, comme on l'a fait avec nos cobayes. Mais finalement, après 20 jours, son ami le recontacte et là, il lui propose un deal. Soit on continue, soit tu peux sortir maintenant pour $60 000 au lieu de 100 000. Richard, après réflexion, se dit « Ok, je sors maintenant ». Par contre, contrairement à notre cobaye qui commence à péter un plomb, là, Richard, de par le fait que c'était un joueur de poker et qu'il avait voulu être enfermé, il avait réussi assez bien quand même à supporter ce petit isolement. D'ailleurs, souvenez-vous, au début de la vidéo, je disais que là, Balthazar, contrairement à Gustave, lui, il avait l'impression d'être protégé par le noir. Il ne voit pas autour de lui, donc personne ne le voit. Sauf que ça, au bout de 2 semaines, ça a changé. En fait, vous voyez, de base, l'être humain a toujours eu peur du noir, dans des proportions plus ou moins différentes. Voilà, c'est plutôt utile à sa propre survie, à son évolution. Quand t'es dans le noir, t'es en danger, il y a peut-être des trucs qui rôdent. Donc à un moment, on l'a associé avec le danger, sinon les gens qui avaient pas peur du noir, ils se faisaient bouffer et ils sont pas restés là pour transmettre leur gène. Je vous la fais courte. Donc bon, là, si notre cobaye, c'est pas quelqu'un qui a peur du noir de base, peu à peu, son instinct primaire, qui était pourtant bien enraciné et bien caché, se met à ressurgir. Et le noir le met alors dans un état d'anxiété qu'il n'a jamais vécu. Mais c'est l'heure maintenant pour nos cobayes d'attaquer la dernière ligne droite, avec l'apparition des derniers symptômes. Alors évidemment, ce qu'on leur inflige depuis le début, c'est pas très autorisé par le droit international. Mais ça se fait aussi par exemple aux États-Unis, comme dans la prison de Guantanamo, ou même au Venezuela. Le gouvernement vénézuélien, via son service de renseignement, détient des prisonniers politiques dans ce qu'on appelle la tombe. Et ils sont enfermés ici, dans des cellules de 2 mètres sur 3, tout seuls. Ils sont dans une pièce tapissée de blanc, avec des lumières vives à longueur de journée, pour leur faire perdre la notion du temps. Bien évidemment, ils tombent malades, mais on leur refuse tout traitement médical. Ajoutez à ça des températures glaciales mises volontairement et le raffut du métro de Caracas comme seul bruit de fond. Et vous obtenez un horrible endroit utilisé dans le but de faire plaider coupables les prisonniers des crimes dont on les accuse. Il se trouve qu'après 1 mois, 30 jours, l'anxiété d'une personne enfermée en pleine lumière atteint un pic. Et on parle alors à ce moment-là d'une dépression bien violente. Et là, ici, ça se traduit par une forme de résignation où on se met à perdre espoir. Et même si on sait que de base, on en avait pour 30 jours, et qu'on était OK, dans les faits, on ne sait plus vraiment depuis combien de temps on est là. Et on se dit qu'au final, personne ne viendra nous chercher, qu'en vrai, ils nous ont abandonnés, qu'on est foutus. Et pour ce qui est des pensées suicidaires qu'il avait pu avoir avant, notre cobaye Gustave, ils ont fini par partir. À un moment, il s'est dit, je pourrais même pas me tuer moi-même, j'y arriverai pas. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le vide qui prédomine. Il se met alors à 2 doigts d'être dans un état végétatif. Là, il s'hydrate de moins en moins, et il peut même se pisser dessus, au moins ça lui fait une sensation agréable, quoi, merde. Je sais pas, c'est chaud, c'est agréable, voilà, bon. Enfin, je suppose, je l'ai pas fait, OK, J'ai un doute. Il a même plus la force d'aller jusqu'aux toilettes. Et à ce moment-là, à la limite, entre le rêve et la réalité devient plus floue. Ça, justement, ça a un gros impact sur ses nuits et ses rêves. Par exemple, on peut se mettre à rêver qu'on est enfermé, et alors on est soulagé quand on se réveille, en pensant que c'était un cauchemar. Sauf que non, toujours pas. Vous êtes toujours dans une pièce blanche, illuminée, depuis des jours. Ou des semaines, des mois, on sait plus. Là, notre cobaye pense halluciner, mais non, il a bien entendu un bruit. Et là, c'est celui de la porte qui s'ouvre, car ouais, en fait, c'est bon, il est arrivé au bout. Il est dans un état physique et mental catastrophique, mais il va pouvoir sortir de prison. Et là, la première chose qu'il va faire, c'est de se réfugier dans la pénombre et dans un très grand espace, pour contrer la lumière, la sensation d'enfermement. Et là, on vous spoil un peu la vidéo de MrBeast, mais en même temps, regardez ce que ça lui fait quand il sort enfin. Je sais, c'est fou, mais à cause du défi, j'ai oublié comment interagir avec les gens. Tu vas où? Ah, voilà. Ça fait vraiment du bien de pas être aveuglé par un plafonnier. Honnêtement, j'ai fini par croire que les dernières 24 heures allaient se répéter à l'infini. Suivez-moi dehors, je veux voir le soleil. Ah d'accord, il fait nuit en fait. Il profite alors du vent qui passe sur lui, il fait attention aux insectes, aux oiseaux nocturnes qui font du bruit. Tout ça, c'est une stimulation, c'est comme si du coup la vie revenait en lui. Certes, il est délivré de son enfer, mais à partir de ce moment, il y a de fortes chances qu'il se mette à développer de la claustrophobie, qu'il ait du mal à se réintégrer dans un premier temps, et qu'il développe des syndromes post-traumatiques. Donc un trouble mental comme c'est le cas là. Après avoir passé plusieurs mois au Mali à cause de la guerre, je suis passé par un sas de décompression en Crète, un endroit idyllique pour se réhabituer à une vie normale. Je pensais que ça m'aiderait à tourner la page, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Une fois rentré en France, je faisais de la tachycardie, je ressentais un sentiment permanent d'oppression, les cauchemars revenaient chaque nuit et je revivais sans cesse les mêmes scènes. J'avais peur de la foule et j'osais plus sortir de chez moi. J'étais incapable d'entretenir la moindre relation avec les autres. J'en pouvais plus, alors je suis allé voir un médecin.
Et du côté de notre autre cobaye Balthazar, alors qu'on arrive au bout de l'expérience, il y a encore des nouvelles conséquences. Parce que si plus tôt Balthazar développait des petites hallucinations par-ci par-là, il en développe aussi qui sont kinesthésiques, donc au niveau de son toucher. Concrètement, ça fait qu'il se met à surinterpréter les choses. Et quand il se met par exemple à toucher son lit ou le lavabo, il a l'impression que c'est tout ce qui est autour de lui qui vient le toucher et non pas lui qui touche l'objet. Un délire particulier. Et contrairement à l'enfermement en pleine lumière, là le fait d'être dans le noir tout le temps, c'est moins ressenti. Alors certes, dans son cas aussi, il finit petit à petit par perdre espoir, mais il continue de s'alimenter à peu près normalement et à bouger un minimum dans la cellule. Mais surtout, quand on est dans ce genre de cas, on ne fait que dormir, même si ça dépend évidemment des cas. Ce qui peut paraître étrange, c'est qu'en fait, notre cobaye est très fatigué, alors que pourtant, qu'est-ce qu'il dort quoi? Il fait que ça. Mais ça, c'est dû au fait que l'anxiété l'use physiquement et psychologiquement. Et à cause de ça, il se met à somatiser, c'est-à-dire qu'il ressent des douleurs physiques quand il se déplace. Mal au ventre, au dos, au cervical ou même au niveau des côtes. C'est bon, 30 jours de calvaire qui sont enfin terminés. Mais comme pour notre autre cobaye, Gustave, il n'est pas encore sorti d'affaire. Pendant l'isolement, il y a plusieurs zones du cerveau que nos cobayes n'ont pas du tout utilisées. Mais le cerveau s'actualise en permanence. Si on laisse une partie à l'abandon trop longtemps, elle devient moins performante. Ils pourront donc avoir des problèmes de mémoire, comme par exemple avoir du mal à se rappeler de la tâche qu'ils étaient en train de faire, ou certains souvenirs. Ils vont aussi avoir de la difficulté à reconnaître les émotions et les expressions faciales, comme ils n'auront vu personne pendant des jours. Et évidemment, le cortex préfrontal, qui est un peu la sphère sociale, va aussi être touché. Ça leur vaut d'avoir plus de difficultés à se comporter en société, à prendre des décisions et à gérer leur environnement social. Et tout ça, ça peut être définitif si l'isolement a duré trop longtemps. Ça peut même favoriser le développement de démences comme Alzheimer ou Parkinson. Et là, la première chose que va faire notre cher Balthazar, évidemment, c'est d'aller à l'air libre, chercher la lumière naturelle. Alors évidemment, de préférence avec des lunettes de soleil pour ne pas être trop agressé, puisque là, nos yeux sont plus du tout habitués à la lumière. Mais ce trop plein de lumière, même un tout petit peu, va lui donner mal au crâne, mais il faudra bien passer par là. Et après là, puisque vous vous posez la question, quel est le pire entre les deux? Eh bien, ça dépend de la sensibilité de chacun, c'est sûr. Si vous avez une peur bleue du noir, vous n'allez pas passer un bon moment. Mais globalement, au bout de 30 jours, ce qui est clair, c'est que la pleine lumière est bien pire que d'être dans le noir. Donc, vous avez eu raison. Bravo, bravo, c'est vraiment très très bien. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour le fait d'être tombé juste, c'est vraiment bien. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est quand même assez fou en fait de voir les conséquences en pleine lumière qui sont bien plus graves que quand on est dans le noir. Et bon, comme vous l'avez vu, dans tous les cas, ça se barre en sucette. Je rappelle du coup, vous pouvez aller voir la grosse vidéo qui explique pourquoi je m'appelle Poisson Fécond et pourquoi je l'ai gardé secret pendant près de 12 ans. Voilà, vous pourrez cliquer sur la vidéo juste après celle-là, il y a aussi un lien en description. Et sur ce, écoutez, sachez qu'une campagne est en cours et que du coup, elle avance très bien. Vous pouvez contribuer. Enfin, je vous en dis pas plus, on se dit à la prochaine. Bye bye.